La veille de Noël, dans ma maison de Nice, sur la Côte d'Azur, après avoir offert à mon fils Édouard une BMW et à sa femme Manon un sac de créateur, j'attendais le moment où il me donnerait quelque chose, n'importe quoi, qui montrerait que je comptais. Au lieu de cela, mon fils a eu un sourire narquois et m'a dit que « Maman, merci pour tout », mais Manon lui avait dit qu'il était temps que j'apprenne une leçon, donc pas de cadeau pour moi. Manon était assise en retrait, avec un sourire satisfait, ignorant que j'étais venue prête à donner une leçon bien à moi. Je m'appelle Hélène Dubois, j'ai 73 ans, et si vous m'aviez dit au Noël dernier que cette année, je serais assise seule dans ma maison de Nice, sans autre projet que de partager cette histoire avec des inconnus qui comprennent la trahison mieux que mon propre sang, je ne vous aurais jamais cru. Mais me voilà. Et vous savez quoi? Je suis en paix avec ça. Parce que certaines leçons vous coûtent tout pour être apprises, mais elles vous rendent quelque chose de plus précieux que n'importe quel cadeau emballé dans du papier brillant. Elles vous rendent à vous-même. Maintenant, avant de vous raconter ce qui s'est passé cette nuit-là, je veux savoir quelque chose. Où êtes-vous en ce moment? Regardez-vous ceci depuis votre salon en emballant des cadeaux? Peut-être êtes-vous au lit, à faire défiler votre écran tard dans la nuit parce que vous n'arrivez pas à dormir? Ou peut-être êtes-vous comme moi, à passer les fêtes à réfléchir tranquillement aux personnes qui ont trahi votre confiance. Quelle que soit votre histoire, laissez un commentaire ci-dessous et dites-moi d'où vous regardez et quels sont vos plans pour Noël cette année. Parce que j'ai appris que les gens qui vous comprennent vraiment ne sont pas toujours ceux qui partagent votre nom de famille. Parfois, ce sont des inconnus sur Internet qui ont survécu au même genre de chagrin. Et si vous vous êtes déjà senti invisible dans votre propre famille, si vous avez déjà tout donné pour ne recevoir que de la cruauté en retour, alors restez avec moi. Cette histoire est pour vous. Appuyez sur le bouton « J'aime » si vous pensez que les gens devraient être tenus responsables de la façon dont ils traitent ceux qui les aiment. Partagez ceci avec quelqu'un qui a besoin d'entendre qu'il est normal de fixer des limites, même avec ses propres enfants. Et abonnez-vous, parce que ce qui va suivre vous montrera que le silence n'est pas une faiblesse, c'est parfois une stratégie. Maintenant, laissez-moi vous ramener à cette nuit-là. La nuit où tout a changé. La maison sentait la dinde rôtie et les bougies à la cannelle. Le sapin de Noël se dressait fièrement dans le coin du salon, décoré avec les ornements que mon défunt mari, Rémi et moi avions collectionnés pendant 40 ans de mariage. Les lumières clignotaient doucement, jetant une lueur chaude dans la pièce. J'avais passé 3 jours à préparer cette soirée. J'ai frotté des sols qui étaient déjà propres. J'ai poli de l'argenterie qui sortait rarement du tiroir. Je suis allée au supermarché 2 fois parce que j'avais oublié la sauce aux érelles qu'Édouard aimait tant quand il était enfant. Je voulais que tout soit parfait. Quand Édouard et Manon sont arrivés, j'ai serré fort mon fils dans mes bras à la porte. Pendant 1 seconde, juste 1 seconde, j'ai eu l'impression de l'avoir retrouvé. Il sentait le même parfum que Rémi portait. Ses bras semblaient forts et sûrs. Mais à l'instant où Manon est entrée, ses yeux ont commencé à balayer ma maison comme si elle faisait l'inventaire. Non pas en admirant, mais en évaluant. Le dîner fut silencieux. Édouard parlait de son travail. Je posais des questions. Manon faisait défiler son téléphone, touchant à peine la nourriture que j'avais mis des heures à préparer. J'ai remarqué qu'elle portait un bracelet que je n'avais jamais vu auparavant. Il semblait cher, bien plus cher que tout ce que son travail dans une boutique pouvait lui permettre. Mais je n'ai rien dit. Les mères apprennent à ravaler leurs questions quand elles sentent que les réponses pourraient faire mal. Après le dîner, nous sommes passés au salon pour les cadeaux. J'ai d'abord tendu une petite boîte à Édouard. À l'intérieur se trouvaient les clés d'une BMW d'occasion pour laquelle j'économisais depuis des mois. Non pas parce que je lui devais quoi que ce soit, non pas parce que je voulais son approbation, mais parce que l'amour d'une mère ne disparaît pas simplement parce que son cœur a été meurtri. Quand il l'a ouverte, son visage est devenu vide. Puis ses yeux se sont remplis de choc. Il a chuchoté que c'était une BMW. Je lui ai dit doucement qu'il n'avait pas à faire ça, mais que je le voulais. Il m'a serré dans ses bras. Un vrai câlin, le genre qui me rappelait le garçon qu'il était avant que le mariage ne le change. Puis j'ai tendu à Manon son cadeau, un sac à main de créateur.
Elle l'a ouvert, y a jeté un bref coup d'œil, a dit que c'était mignon et l'a jeté sur le canapé comme si c'était un torchon. Pas de merci, pas d'appréciation, juste un renvoi désinvolte. J'ai croisé les mains sur mes genoux et j'ai attendu, car c'était mon tour maintenant. Et malgré tout, malgré la froideur que je sentais grandir entre nous depuis des mois, j'espérais encore. Je croyais encore que peut-être, juste peut-être, ils avaient aussi pensé à moi. Édouard s'est raclé la gorge. Il s'est agité sur son siège. Il ne voulait pas me regarder dans les yeux. Il a dit lentement que, maman, il ne m'avait rien offert cette année. Les mots sont restés suspendus dans l'air. J'ai cligné des yeux. Je me suis dit que j'avais mal entendu. Mais il a continué à parler. Manon a dit que je devais apprendre à donner sans rien attendre en retour. Il a essayé de rire comme si c'était une blague. Comme si humilier sa mère la veille de Noël était quelque chose de léger et d'amusant. Manon s'est adossée au canapé, les bras croisés, un petit sourire au coin des lèvres, ni gênée, ni désolée, satisfaite. La pièce m'a semblé soudainement plus petite. Les lumières du sapin semblaient trop vives. La chaleur que j'avais mis tant d'efforts à créer semblait creuse. J'aurais pu pleurer. Une partie de moi le voulait, mais je ne l'ai pas fait, car au plus profond de moi, sous le choc et la blessure, autre chose s'agitait. La clarté. J'ai cherché dans le tiroir à côté de ma chaise. Ma main n'a pas tremblé. Ma voix n'a pas tremblé. J'ai dit tranquillement que si ce soir était une question de leçon, alors laissez-moi vous apprendre quelque chose. J'ai sorti une grande enveloppe, épaisse, lourde, scellée. Je l'ai posée sur la table basse entre nous. Édouard avait l'air confus. Le sourire de Manon s'est légèrement estompé. J'ai dit « Allez-y, ouvrez-la ». Il n'avait aucune idée que cette nuit n'allait jamais se terminer comme il l'avait prévu. Mais pour comprendre cette veille de Noël, il faut remonter en arrière, au moment où les choses ont commencé à changer. En septembre, quand j'ai réalisé pour la première fois que quelque chose n'allait pas. Ça a commencé par le silence. Édouard m'appelait 3, parfois 4 fois par semaine. Juste de rapides nouvelles pendant qu'il conduisait au travail ou préparait son café du matin. Rien de profond, rien de long, juste un fils faisant savoir à sa mère qu'il pensait à elle. « Salut maman. Juste pour te dire bonjour. Comment va le jardin? Maman, tu as vu cet orage arriver? Assure-toi que les volets sont fermés. Je t'aime, maman. À bientôt. » De petites choses. Le genre de choses que vous n'appréciez pas jusqu'à ce qu'elles cessent. En septembre, ces appels sont devenus moins fréquents. Une semaine a passé, puis 2, puis presque un mois s'est écoulé sans un seul mot. Je me suis dit qu'il était occupé. Les jeunes mariés ont besoin de temps pour construire leur vie ensemble. C'est naturel. C'est sain. Mais les mères savent. Nous sentons la distance comme on sent un orage approcher. Quelque chose change dans l'air. Quelque chose se resserre dans votre poitrine. Un matin, je suis entrée dans ma cuisine et j'ai vu le panier d'oranges sur le comptoir. Je les avais achetés 4 jours plus tôt parce qu'Édouard avait toujours aimé le jus fraîchement pressé. Quand il était petit, il se tenait à côté de moi pendant que je les coupais en 2, attendant son verre comme si c'était de l'or liquide. Mais maintenant, ces oranges restaient là, intactes. Et j'ai réalisé que la seule raison pour laquelle je les achetais encore était pour un fils qui ne venait plus. Je les ai jetées cet après-midi-là. Toutes. La maison semblait différente après la mort de Rémi. Plus grande, plus silencieuse. Le genre de silence qui vous pèse sur les oreilles, jusqu'à ce que vous allumiez la télévision, juste pour entendre une autre voix humaine. Rémi était parti depuis 2 ans à l'époque. 2 ans à me réveiller dans un lit vide. 2 ans à cuisiner pour une seule personne. 2 ans à réaliser que la vie que vous avez construite avec quelqu'un ne disparaît pas quand il part. Elle continue simplement. Seulement maintenant, vous la traversez seul. Édouard avait été mon ancre pendant cette période. Il m'appelait tous les jours les premiers mois après que nous ayons enterré son père. Il prenait de mes nouvelles. Il s'assurait que je mangeais. Il s'asseyait avec moi sur la terrasse et me laissait pleurer sans essayer de réparer les choses. Mais le mariage l'a changé. Ou peut-être que ce n'était pas le mariage. Peut-être que c'était Manon. Au début, j'ai essayé d'être compréhensive. Elle était jeune,
elle s'adaptait. Faire partie d'une nouvelle famille n'est pas facile, mais les signes étaient là. Petits au début, faciles à ignorer si vous vouliez vous mentir à vous-même. Comme la fois où Édouard a mentionné venir pour le dîner du dimanche, puis a appelé 1 heure avant pour annuler. Il a dit que Manon avait des projets, comme si ces projets devenaient automatiquement les siens sans discussion. Ou la fois où je les ai invités tous les deux à une petite réception chez mon amie Jacqueline, Édouard avait dit oui. Mais le matin même, Manon m'a envoyé un texto directement, disant que nous ne pourrions pas venir. Édouard avait besoin de repos. Pas « nous avons décidé ». Pas « désolé, quelque chose est arrivé ». Juste une déclaration comme si elle avait l'autorité de parler pour lui maintenant. J'ai fixé ce texto pendant un long moment. Je voulais l'appeler. Je voulais lui demander s'il savait même qu'elle avait annulé en son nom, mais je ne l'ai pas fait parce que j'avais peur de la réponse. On apprend aux mères à être patientes, à donner de l'espace, à croire que l'amour ramènera vos enfants quand ils seront prêts. Mais ce qu'on ne vous dit pas, c'est que parfois l'espace devient de la distance, et la distance devient de l'abandon. Et avant que vous ne vous en rendiez compte, vous êtes dans votre cuisine à jeter des oranges parce que la personne pour qui vous les avez achetées ne se souvient même plus que vous existez. Fin septembre, je n'avais pas vu Édouard depuis près de 6 semaines. J'ai essayé de lui envoyer des textos. Des choses décontractées, rien qui ne paraisse désespéré. J'espère que le travail se passe bien. Dis-moi si tu veux passer pour le dîner. J'ai vu que ton émission préférée est de retour. Ça m'a fait penser à toi. Tu me manques, mon chéri. Il répondait des heures plus tard, parfois le lendemain. Occupé. On te dira. Merci, maman. Toi aussi. Court, distant, comme si j'étais quelqu'un qu'il connaissait à peine. Un soir, je me suis assise sur ma terrasse arrière à regarder le soleil se coucher sur le toit du voisin. L'air était chaud, le genre de chaleur que la Côte d'Azur conserve même lorsque le reste du pays commence à sortir les pulls. J'ai pensé à appeler Édouard. L'appeler vraiment, pas par texto, sans lui laisser le soin de répondre quand il en aurait envie. Mais ensuite, j'ai pensé à ce que je dirais. Pourquoi tu ne m'appelles plus? Ai-je fait quelque chose de mal? M'aimes-tu encore? Et j'ai réalisé à quel point cela semblait pathétique. Une mère suppliant son fils adulte pour de l'attention. Alors je n'ai pas appelé. Je suis juste restée assise là, à regarder le ciel virer au rose et à l'orange, sentant le poids de la solitude s'installer plus profondément dans mes os. Le lendemain matin, mon téléphone a vibré. Un texto d'Édouard. Pendant 1 seconde, mon cœur s'est soulevé. Peut-être qu'il pensait à moi. Peut-être qu'il voulait me rendre visite. Je l'ai ouvert. Salut maman. Moi et Manon pourrions passer ce week-end si on a le temps. Elle veut te parler de quelque chose. Pas « je veux te voir ». Pas « tu me manques ». Si on a le temps. J'ai relu ces mots encore et encore. Si on a le temps. Comme si j'étais une course à faire. Une tâche à cocher entre les courses et la lessive. Et la deuxième partie, elle veut te parler de quelque chose. Pas Édouard. Manon. J'ai posé le téléphone sur la table de la cuisine et l'ai regardé pendant un long moment. Quelque chose en moi savait. Pas les détails, pas l'image complète, mais assez. Assez pour savoir que le fils que j'avais élevé, le garçon qui me serrait dans ses bras pour me dire bonne nuit et me disait que j'étais la meilleure maman du monde, s'éloignait. Et la femme qu'il avait épousée était celle qui tenait la porte ouverte. Ils sont venus ce samedi-là. J'ai passé la matinée à nettoyer même si la maison était déjà impeccable. J'ai passé l'aspirateur dans le salon 2 fois. J'ai changé les serviettes dans la salle de bain. J'ai mis des fleurs fraîches sur la table de la salle à manger. De vieilles habitudes. Les choses que font les mères quand elles veulent que leurs enfants se sentent les bienvenus. J'ai préparé le plat préféré d'Édouard. Du poulet rôti à l'ail, de la purée de pommes de terre et un gratin dauphinois. Le même dîner que je préparais tous les dimanches quand il grandissait. Le même dîner auquel Rémi s'asseyait après une longue journée, desserrant sa cravate et disant « Hélène, tu t'es encore surpassée ». Je voulais qu'Édouard entre et sente l'odeur de la maison. Je voulais qu'il se souvienne de ce que c'était d'être aimé sans condition. Quand ils sont arrivés, Édouard m'a serré dans ses bras à la porte. Une étreinte rapide, polie, le genre que vous donnez à quelqu'un que vous êtes obligé de voir, pas à quelqu'un qui vous manque. Manon est entrée derrière lui,
portant des lunettes de soleil alors que le soleil se couchait déjà. Elle les a glissées sur sa tête et a jeté un coup d'œil à ma maison de la manière dont on inspecte une chambre d'hôtel dans laquelle on n'est pas sûr de vouloir rester. Édouard a dit que ça sentait bon, en essayant d'avoir l'air joyeux. J'ai répondu « Merci, mon chéri », et je leur ai dit de s'asseoir, que le dîner était presque prêt. Manon a traversé lentement le salon, ses talons claquant sur le parquet. Elle s'est arrêtée près de la bibliothèque, passant un doigt le long du bord comme si elle vérifiait la poussière. Puis elle s'est tournée vers moi avec un sourire qui n'atteignait pas tout à fait ses yeux. Elle a dit nonchalamment que, vous savez, Hélène, cette maison était vraiment grande pour une seule personne. Je sortais le poulet du four. Je me suis arrêtée, les maniques encore aux mains. J'ai dit tranquillement que c'était la maison que Rémi et moi avions construite ensemble. Elle a haussé les épaules en examinant ses ongles, disant que bien sûr, mais que d'un point de vue pratique, c'était beaucoup à entretenir, et que je serais probablement plus heureuse dans un endroit plus petit, avec moins de travail, moins de stress. Édouard se tenait près de la table de la salle à manger, l'air mal à l'aise. Il n'a rien dit. Il a juste déplacé son poids d'un pied à l'autre et a évité mon regard. J'ai posé le plat à rôtir sur le comptoir et j'ai enlevé lentement les maniques. J'ai dit, en gardant ma voix calme, que j'aimais ma maison et que je n'étais pas prête à la quitter. Manon a de nouveau souri, ce même sourire crispé. Bien sûr, juste une chose à laquelle penser, mais ce n'était pas une suggestion. C'était une affirmation, une graine plantée. Nous nous sommes assis pour manger. J'ai servi tout le monde comme je l'ai toujours fait. Édouard s'est jeté sur sa nourriture avec une réelle appréciation. Pendant quelques minutes, il ressemblait à nouveau à mon fils, détendu, présent. Il a dit entre deux bouchées que c'était incroyable, maman, qu'il avait oublié à quel point mon gratin était bon. Mon cœur s'est un peu gonflé. Je suis contente que tu aimes, mon chéri. Manon picorait dans son assiette. Elle a pris quelques petites bouchées, puis a posé sa fourchette et a sorti son téléphone. Je l'ai regardée faire défiler pendant qu'Édouard et moi parlions. Elle ne faisait même pas semblant d'être intéressée. Ses pouces bougeaient rapidement sur l'écran. Son visage était illuminé par la lueur bleue. C'est là que je l'ai remarqué. Le bracelet à son poignet. C'était de l'or délicat, avec de petites pierres qui captaient la lumière à chaque fois qu'elle bougeait la main. Il avait l'air cher, le genre de choses que vous n'achetez pas dans un grand magasin. J'ai pensé à ce qu'Édouard m'avait dit il y a des mois, que Manon travaillait à temps partiel dans une boutique du centre-ville, assistante de vente, débutante. J'ai regardé son sac à main posé sur la chaise à côté d'elle, de créateur. J'ai reconnu la marque parce que la fille de Jacqueline en avait un, elle avait économisé pendant 1 an pour l'acheter, puis il y avait les chaussures, les lunettes de soleil, les ongles parfaitement manucurés. Rien de tout cela ne collait. Mais je n'ai rien dit. Car que pouvais-je dire? Poser des questions sur l'argent semblait indiscret, accusateur, et je ne voulais pas commencer une dispute. Alors, j'ai souri et j'ai continué à servir le dîner comme une bonne hôtesse. Après avoir fini de manger, Édouard m'a aidé à porter les assiettes à la cuisine. Juste nous deux. Pendant un instant, c'était comme au bon vieux temps. Il m'a remercié pour le dîner, disant doucement que c'était vraiment super. J'ai dit, en touchant son bras, qu'il était toujours le bienvenu ici. Qu'il le savait, n'est-ce pas? Il a hoché la tête mais n'a pas voulu me regarder directement. Je savais qu'il y avait quelque chose dans sa voix, quelque chose de triste, comme s'il voulait en dire plus mais ne le pouvait pas. Avant que je puisse demander, Manon a appelé depuis le salon. « Édouard, viens 1 seconde. » Il s'est tendu. Puis il m'a fait un rapide sourire et est reparti. Je suis restée à l'évier en rinçant la vaisselle, écoutant leur voix étouffée dans l'autre pièce. Je ne pouvais pas tout comprendre, mais j'en ai entendu assez. La voix de Manon, basse et insistante. Cet endroit pourrait se vendre tellement cher. On pourrait enfin arrêter de louer. Tu sais, on en a besoin. Édouard a dit quelque chose que je n'ai pas pu entendre. Puis Manon à nouveau, plus fort cette fois. Elle n'a pas besoin de tout cet espace. C'est une seule personne, Édouard. Une seule personne, et nous, on galère. Mes mains ont cessé de bouger. L'eau coulait sur l'assiette que je tenais, mais je ne la sentais pas.
On en a besoin. Pas, peut-être qu'elle serait plus heureuse en déménageant. Pas, ce serait peut-être plus facile pour elle. On en a besoin. Il ne pensait pas à ce qui était le mieux pour moi. Il pensait à ce qu'il pouvait prendre. J'ai coupé l'eau et suis restée là, agrippée au bord de l'évier, regardant par la fenêtre dans le jardin. Le même jardin où Rémi et moi nous asseyions le dimanche matin avec un café. Le même jardin où Édouard a appris à faire du vélo. La même maison que nous avons passé 30 ans à remplir d'amour, de rire et des petits moments ordinaires qui rendent une vie digne d'être vécue. Et maintenant, la femme de mon fils se tenait dans mon salon, en calculant sa valeur comme si ce n'était rien de plus qu'une transaction. Je me suis séché lentement la main, j'ai pris une profonde inspiration. Puis je suis retournée dans le salon avec un sourire aux lèvres. J'ai demandé d'une voix vive si quelqu'un voulait un dessert, que j'avais fait une tarte tatin. Manon a jeté un coup d'œil à son téléphone. En fait, on devrait y aller. On se lève tôt demain. Édouard a hoché la tête rapidement comme s'il était soulagé d'avoir une excuse pour partir. Ils ont rassemblé leurs affaires. Manon m'a fait une brève étreinte obligatoire. Édouard m'a serré un peu plus longtemps, mais c'était toujours distant. Il m'a encore remercié. À tout moment, mon chéri. Je suis restée à la porte et les ai regardés marcher vers leur voiture. Manon était déjà sur son téléphone avant même d'être montée. Édouard s'est retourné une fois, juste une fois, et m'a fait un petit signe de la main. Puis ils sont partis. J'ai fermé la porte et me suis appuyée contre elle. La maison était de nouveau silencieuse, trop silencieuse. Je suis retournée dans la salle à manger et j'ai regardé la table. 3 assiettes, 3 verres, la preuve que des gens avaient été là, mais l'endroit semblait plus vide maintenant qu'avant leur venue. Je me suis assise dans le vieux fauteuil de Rémi et j'ai fixé le mur. Les mots de Manon résonnaient dans mon esprit. On en a besoin. Pas on espère. Pas peut-être. On en a besoin. Et Édouard n'avait rien dit pour me défendre, rien pour l'arrêter. C'est là que j'ai réalisé quelque chose que j'avais évité pendant des mois. Mon fils n'était plus la même personne, et la femme qu'il avait épousée n'allait pas s'arrêter avant d'avoir obtenu ce qu'elle voulait. 3 semaines se sont écoulées avant que je les revoie. 3 semaines de silence, pas d'appel, pas de texto, rien. J'ai essayé de les contacter 2 fois. Une fois pour demander comment allait Édouard, une fois pour voir s'il voulait notre venir pour le brunch du dimanche. Les 2 fois, il a répondu avec la même excuse. Occupé en ce moment, maman. Peut-être le mois prochain? Peut-être le mois prochain? Comme si sa mère était quelque chose que l'on note au crayon quand on n'a rien de mieux à faire? J'ai arrêté d'essayer après ça. La fierté a une façon de vous protéger quand l'amour commence à faire trop mal. Mais soudain, de nulle part, Édouard a appelé, disant que Manon et lui pensaient de faire un petit barbecue chez eux ce samedi. Rien de chic, juste des hamburgers et passer du temps ensemble, et que je devrais venir. J'étais tellement surprise que j'ai failli laisser tomber le téléphone. Vraiment? Oui, a-t-il dit. Et pendant un instant, il a semblé être lui-même à nouveau. Je sais que ça fait un moment. J'ai pensé que ce serait bien. Mon cœur s'est soulevé malgré tout, malgré la froideur. Malgré les commentaires calculateurs de Manon sur ma maison, malgré les semaines d'ignorance, parce qu'il était mon fils, et quand votre enfant tend la main, vous l'acceptez. Vous espérez. J'ai dit que j'adorerais. Super. Samedi vers 14h, je serai là. Quand j'ai raccroché, je suis restée dans la cuisine à sourire comme une idiote. Peut-être que je m'étais trompée. Peut-être que les choses s'amélioraient. Peut-être que Manon commençait à m'apprécier. Les mères sont expertes pour se mentir à elles-mêmes quand la vérité est trop douloureuse. Samedi est arrivé. J'ai acheté une salade de pommes de terre du traiteur et une bouteille de vin. J'ai mis un joli chemisier. J'ai même mis un peu de maquillage. Leur appartement était petit. Un 3 pièces en location dans une résidence près de l'autoroute, le genre d'endroit où vivent les jeunes couples pendant qu'ils économisent pour quelque chose de mieux. Édouard m'a accueilli à la porte avec un sourire sincère. « Salut, maman. »« Entre. » L'appartement sentait le charbon de bois et la viande grillée. Manon était à l'intérieur en train de poser des assiettes en carton sur une table pliante. Elle a levé les yeux quand je suis entrée. « Oh, salut, Hélène. Ni chaleureux, ni froid, juste neutre. »
Salut Manon. J'ai apporté de la salade de pommes de terre. Super. Tu peux la mettre au frigo? Édouard m'a pris le saladier des mains et l'a emmené à la cuisine. Je l'ai suivi, en regardant autour de moi. L'appartement était bien rangé mais clairsemé. Mobilier minimal, une petite télévision, un canapé qui semblait venir d'une friperie. Mais ce qui a attiré mon attention, c'est le sac de courses posé sur le comptoir. Je pouvais voir le bord d'une boîte à l'intérieur, une boîte à chaussures de créateur, une autre. Édouard m'a vu regarder et a rapidement déplacé le sac hors de vue. Alors, tu veux boire quelque chose, maman? J'ai du thé glacé. Ça a l'air parfait. Nous sommes allés sur le petit balcon où Édouard avait installé un minuscule barbecue. Il donnait sur le parking, mais il avait essayé de le rendre agréable. Quelques chaises pliantes, une guirlande lumineuse qu'il avait dû emprunter quelque part. Pendant un petit moment, tout a semblé normal. Édouard retournait les hamburgers. Je lui ai posé des questions sur son travail. Il a parlé d'un projet qu'il gérait. Il a ri de quelque chose que j'ai dit. C'était le moment le plus détendu que j'avais passé avec lui depuis des mois. Manon est restée à l'intérieur sur son téléphone, comme d'habitude. Puis elle est sortie sur le balcon, toujours en train de faire défiler. « Chérie, je vais prendre cet appel vite fait », a-t-elle dit sans lever les yeux. Édouard a hoché la tête. Bien sûr. Elle a descendu les escaliers vers la petite parcelle d'herbe près de la clôture qui séparait la résidence de la propriété voisine. Édouard et moi avons continué à parler. Il m'a parlé d'un collègue qui lui rappelait son père. La façon dont l'homme organisait son bureau, la façon dont il racontait de terribles blagues mais parvenait à faire rire les gens. Quoi qu'il en soit, c'était la première fois qu'Édouard mentionnait Rémi depuis des mois. J'ai souri même si ma gorge était serrée. « Ton père l'aurait bien aimé », ai-je dit doucement. Édouard a hoché la tête. « Oui, il l'aurait bien aimé. » Puis, je l'ai entendu. La voix de Manon. Elle se tenait près de la clôture, le dos tourné vers nous, le téléphone collé à l'oreille. Sa voix était basse, mais le vent la portait juste assez. Non, il ne se doute de rien. Donne-moi juste du temps. Je me suis figée. Édouard était concentré sur le grill, inconscient. Manon a continué à parler. Une fois que la maison sera vendue, tout se mettra en place. J'ai juste besoin qu'il la convainque. Mon estomac s'est noué. J'ai essayé de garder un visage neutre. J'ai pris mon thé glacé et j'ai bu une gorgée, même si mes mains tremblaient. Manon a ri doucement dans le téléphone. Fais-moi confiance, elle ne verra rien venir. Édouard a retourné un hamburger et a jeté un coup d'œil vers elle. Il m'a demandé distraitement si elle allait bien. J'ai hoché la tête, ne faisant pas confiance à ma voix. Manon a dit quelques mots de plus que je n'ai pas pu distinguer, puis a mis fin à l'appel. Elle s'est retournée et a remonté les escaliers, glissant son téléphone dans sa poche comme si de rien n'était. Édouard a demandé si tout allait bien. « Oui, juste des trucs de boulot », a-t-elle dit doucement. Elle s'est assise sur la chaise à côté de moi et a souri. Ce même sourire crispé que j'avais vu chez moi. Je l'ai regardé, vraiment regardé, et pour la première fois, je n'ai pas vu la femme de mon fils. Je n'ai pas vu quelqu'un qui essayait de s'adapter à une nouvelle famille. J'ai vu quelqu'un avec un plan. Le reste du barbecue s'est déroulé dans un flou. Je ne me souviens pas de ce dont nous avons parlé. Je ne me souviens pas du goût de la nourriture. Tout ce que je pouvais entendre, c'était sa voix. Une fois que la maison sera vendue, tout se mettra en place. Pas si, mais une fois, comme si c'était déjà décidé. Quand il a été temps de partir, Édouard m'a raccompagné à ma voiture. Il m'a remercié d'être venu, disant que ça lui avait fait vraiment plaisir de me voir. Je l'ai serré fort dans mes bras, plus fort que d'habitude. « Je t'aime, mon chéri », ai-je dit. « Moi aussi. » Je suis montée dans ma voiture et j'ai conduit en silence. Mon esprit tournait à toute vitesse pendant tout le trajet. À qui parlait-elle? Que voulait-elle dire par « il ne se doute de rien » ? Parlait-elle d'Édouard? Y avait-il quelqu'un d'autre et la maison? Ma maison? Elle prévoyait déjà qu'elle soit vendue. Elle se partageait déjà de l'argent qui n'était pas le sien. Elle traitait déjà ma maison comme si c'était une affaire conclue. Je me suis garée dans mon allée et suis restée assise là pendant un long moment, à fixer la porte d'entrée.
La maison pour laquelle Rémi et moi avions économisé. La maison que nous avions peinte ensemble. La maison où nous avions élevé notre fils. Elle la voulait et elle utilisait Édouard pour l'obtenir. Mais pire que ça, il y avait autre chose qui se passait. Quelque chose qu'Édouard ne savait pas. Quelque chose qu'elle cachait. J'avais besoin de connaître la vérité. Pas des suppositions, pas des soupçons. La vérité. J'ai sorti mon téléphone et j'ai parcouru mes contacts jusqu'à trouver le numéro de Jacqueline. Elle a répondu à la deuxième sonnerie. « Hélène, tout va bien ?»« Non, » ai-je dit tranquillement. « J'ai besoin de ton aide. » Il y a eu une pause. « Viens, » a-t-elle dit. « Tout de suite. » J'ai démarré la voiture et j'ai reculé de l'allée parce que j'en avais fini de prétendre que tout allait bien. J'en avais fini d'attendre que les choses s'améliorent d'elles-mêmes. Si mon fils était manipulé, si ma maison était ciblée, s'il y avait des secrets gardés, j'avais besoin de savoir et j'allais le découvrir. Jacqueline habitait à 10 minutes dans une petite maison jaune avec un jardin qui avait toujours l'air mieux que le mien. Elle était mon amie depuis qu'Édouard était en couche. Elle était là quand Rémi m'a demandé en mariage. Elle était là quand Édouard est né. Elle était là quand Rémi est mort. Si quelqu'un pouvait comprendre, c'était elle. Elle a ouvert la porte avant même que je frappe. « Entre », a-t-elle dit en s'écartant. Je suis entrée dans son salon et je me suis assise sur le canapé où je m'étais assise une centaine de fois auparavant. Mais cette fois, c'était différent, plus lourd. Jacqueline a versé 2 verres de thé glacé et m'en a tendu un. Puis elle s'est assise en face de moi et a attendu. Je lui ai tout raconté. Les appels qui avaient cessé. Le dîner où Manon a suggéré que je vende ma maison. Le barbecue où je l'ai entendu parler d'un plan. Les choses chères qu'elle continuait d'acheter. La façon dont Édouard avait changé. Quand j'ai fini, Jacqueline est restée silencieuse un long moment. Puis elle s'est penchée en avant et a pris ma main. « Hélène », a-t-elle dit doucement, « ce n'est pas quelque chose sur lequel on peut faire des suppositions. Tu dois connaître la vérité, pas des soupçons, pas des suppositions. La vérité. » « Mais comment ?» ai-je demandé. « Je ne peux pas l'accuser de quelque chose sans preuve. Édouard ne me le pardonnerait jamais. » Jacqueline a hoché la tête lentement. « Je connais quelqu'un, » a-t-elle dit. « Un policier à la retraite. Il fait du travail de détective privé maintenant. Discrètement, professionnellement. S'il se passe quelque chose, il le trouvera. » Mon estomac s'est tordu. « Tu veux dire engager quelqu'un pour la suivre ? Je veux dire découvrir si tes instincts sont justes. » a dit fermement Jacqueline. « Parce que s'ils le sont, Édouard est en danger. Pas un danger physique, mais le genre qui ruine des vies. Danger financier, danger émotionnel, et tu ne peux pas le protéger si tu ne sais pas de quoi tu le protèges. » J'ai baissé les yeux sur mon thé. Et si je me trompe? Et si je suis juste une vieille femme paranoïaque qui ne peut pas laisser partir son fils? Jacqueline a serré ma main. « Alors tu le sauras aussi, et tu pourras laisser tomber. Mais Hélène, je te connais depuis 40 ans. Tu n'es pas paranoïaque. Tu es prudente et tes instincts ne se sont jamais trompés. » Je l'ai regardé. « Comment s'appelle-t-il ? » « Monsieur Bernard, » a-t-elle dit. « Il a aidé ma cousine l'année dernière quand elle pensait que son partenaire commercial la volait. Il s'est avéré qu'elle avait raison. Bernard a tout trouvé discrètement. Pas de drame, juste des faits. Elle a écrit son numéro sur un bout de papier et me l'a tendu. Je l'ai regardé pendant un long moment. Engager quelqu'un pour enquêter sur sa propre famille ressemblait à une trahison. C'était comme admettre que l'amour ne suffisait pas, que la confiance avait des limites. Mais ensuite, j'ai pensé à la voix de Manon près de la clôture. Une fois que la maison sera vendue, tout se mettra en place. J'ai pensé aux bijoux chers, aux sacs de créateurs, à la façon dont elle regardait ma maison comme si elle était déjà la sienne. J'ai plié le papier et je l'ai mis dans mon sac à main. « Merci », ai-je dit tranquillement. Jacqueline m'a raccompagnée à la porte et m'a serré fort dans ses bras. « Tu fais ce qu'il faut », a-t-elle chuchoté. Je suis rentrée chez moi et je suis restée assise dans mon allée pendant 20 minutes avant d'entrer. Le lendemain matin, j'ai appelé M. Bernard. Son bureau était petit, niché au-dessus d'un service de préparation de déclaration de revenus dans le vieux centre de Nice. Les escaliers craquaient pendant que je les montais. Le couloir sentait légèrement le café et le vieux papier. Quand j'ai frappé,
Une voix calme a dit « Entrez ». Monsieur Bernard était plus âgé que je ne l'imaginais, peut-être 65 ans. Des lunettes, un visage bienveillant, le genre d'homme à qui vous feriez confiance pour vous dire la vérité même quand elle fait mal. Il a désigné la chaise en face de son bureau. « Madame Dubois ?»« Oui. Jacqueline m'a dit que vous pourriez appeler. »« Veuillez vous asseoir. » Je me suis assise et j'ai croisé les mains sur mes genoux. Je ne savais pas par où commencer. Il a attendu patiemment, sans me presser. Finalement, j'ai parlé. Je pense que ma belle-fille prépare quelque chose qui implique ma maison et peut-être quelqu'un d'autre. Je n'ai pas de preuves, juste un sentiment. Et une conversation que je n'étais pas censée entendre. Je lui ai tout raconté, la même histoire que j'avais racontée à Jacqueline. Il a écouté sans interrompre. Il a pris des notes sur un bloc-notes jaune. Quand j'ai fini, il a posé son stylo et m'a regardé. « Madame Dubois », a-t-il dit doucement, « ce que vous décrivez ressemble à un schéma. Les articles coûteux, la pression pour vendre votre maison, les appels téléphoniques privés, ce ne sont pas des faits isolés. Ils suggèrent une intention. Alors vous pensez que j'ai raison ? Je pense que vous méritez de connaître la vérité, a-t-il dit, et je peux vous aider à la trouver. Mais je dois être honnête avec vous sur quelque chose. J'ai hoché la tête. Si je me penche sur cette affaire, je pourrais trouver des choses que vous ne voulez pas voir. Des choses sur votre belle-fille. Peut-être des choses sur votre fils. La vérité n'est pas toujours agréable. Ma gorge s'est serrée. Je comprends. Il s'est adossé à son fauteuil. J'aurai besoin de 2 semaines, peut-être moins. Je la suivrai, je documenterai ses activités, j'examinerai ses finances si possible, je verrai qui elle rencontre, et ensuite je vous apporterai tout ce que je trouve. Combien cela coûtera-t-il ? Il a nommé un prix. C'était plus que ce que je voulais dépenser, mais moins que de perdre ma maison, moins que de voir mon fils être utilisé. D'accord, ai-je dit. Il a hoché la tête et s'est levé, tendant la main. Je vous contacterai bientôt. Je lui ai serré la main et je suis partie. Les 2 semaines suivantes ont été les plus longues de ma vie. J'ai essayé de m'occuper. J'ai nettoyé la maison même si elle n'en avait pas besoin. J'ai fait du pain que je n'ai pas mangé. J'ai organisé des placards qui étaient déjà organisés. Chaque fois que mon téléphone sonnait, mon cœur sursautait. Mais ce n'était jamais lui. Juste des télévendeurs, juste des appels indésirables. Édouard m'a envoyé un texto une fois pendant ces 2 semaines. « Salut maman, j'espère que tu vas bien. On essaiera de passer bientôt. On essaiera. Pas « tu nous manques », pas « on veut te voir ». On essaiera. J'ai fixé ce message pendant un long moment avant de répondre. J'attends ça avec impatience, mon chéri. Je n'ai pas eu de réponse. La nuit, je restais éveillée à fixer le plafond, imaginant ce que Bernard pourrait trouver. Une partie de moi espérait qu'il ne trouverait rien, que Manon était juste matérialiste, que l'appel téléphonique signifiait quelque chose d'inoffensif, que je surréagissais. Mais une autre partie de moi, celle qui avait été réduite au silence par le doute et la culpabilité pendant des mois, savait mieux. Les mères savent. Nous sentons le danger autour de nos enfants comme les animaux sentent les orages. Et je sentais cet orage depuis longtemps. Le 14e jour, mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. J'ai répondu. « Madame Dubois, c'est Monsieur Bernard. » Ma main s'est crispée autour du téléphone. « Oui, j'ai ce que vous avez demandé. » a-t-il dit tranquillement. « Vous devriez passer. » Mon cœur s'est serré. « Avez-vous trouvé quelque chose ?» Il y a eu une pause. « Oui, » a-t-il dit. « Je pense qu'il est préférable que nous parlions en personne. » J'ai fermé les yeux. Je serai là dans 1 heure. J'ai raccroché et je me suis assise au bord de mon lit. Mes mains tremblaient. Pendant 2 semaines, je m'étais dit que peut-être je me trompais. Peut-être que tout était dans ma tête. Peut-être que j'étais juste une veuve solitaire cherchant des problèmes là où il n'y en avait pas. Mais le ton de la voix de Bernard m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir. Il avait trouvé quelque chose, et c'était mauvais. Je me suis levée lentement, j'ai attrapé mon sac à main et je suis allée à ma voiture. Le trajet jusqu'à son bureau m'a semblé plus long qu'il n'aurait dû. Chaque feu rouge semblait durer une éternité. Chaque virage semblait délibéré. Quand j'ai enfin remonté ses escaliers grinçants et frappé à sa porte, il l'a ouverte immédiatement.
Son visage était sérieux. « Entrez, Madame Dubois. » Je suis entrée et je me suis assise sur la même chaise qu'il y a 2 semaines. Bernard s'est assis en face de moi et a placé un épais dossier manille sur le bureau entre nous. Il m'a regardé un long moment. « Avant d'ouvrir ceci, a-t-il dit doucement, je veux que vous sachiez que ce que vous allez voir va faire mal. Mais vous avez demandé la vérité et vous la méritez. » J'ai hoché la tête, ma gorge trop serrée pour parler. Il a ouvert le dossier lentement, et puis il a dit les mots que je n'oublierai jamais. Vous devriez vous préparer. La première chose que M. Bernard a sortie du dossier était une photographie. Il l'a glissée sur le bureau vers moi sans dire un mot. Je l'ai prise avec des mains tremblantes. C'était Manon, debout devant un restaurant que je ne reconnaissais pas, portant une robe que je ne lui avais jamais vue, souriante. Mais elle n'était pas seule. Un homme se tenait à côté d'elle, grand, bien habillé. Sa main reposait sur le creux de ses reins d'une manière beaucoup trop familière, trop à l'aise. J'ai regardé la photo, essayant de comprendre. « Qui est-ce » ai-je demandé tranquillement. « Son nom est David Fournier », a dit Bernard. « Il possède une agence immobilière commerciale à Cannes. » Je l'ai regardé. « Immobilier » Bernard a hoché la tête lentement. Il a sorti une autre photo. Celle-ci montrait Manon et le même homme montant dans une élégante voiture noire. Sa main était à nouveau sur sa taille. Elle riait. Une autre photo. Les deux entrant dans un hôtel. Mon estomac s'est retourné. « Depuis combien de temps cela dure-t-il » ai-je demandé, ma voix à peine un murmure. « Au moins 4 mois, a dit Bernard. Peut-être plus. Je l'ai suivie à 3 reprises. Chaque fois, elle l'a rencontré. Déjeuner, dîner, hôtel. Il a fait une pause. « Madame Dubois, je dois vous montrer autre chose. » Il a sorti une pile de pages imprimées, des reçus, des relevés bancaires, des factures de cartes de crédit. Manon a dépensé de l'argent bien au-delà de ce que son revenu devrait permettre, a-t-il expliqué. La boutique où elle travaille paie environ 12 € de l'heure. Elle travaille à temps partiel. Cela fait peut-être 1 500 € par mois après impôt. Il a montré l'un des reçus. Ce bracelet qu'elle a acheté il y a 2 semaines. 3 000 € payés en espèces. Un autre reçu. Ce sac à main, 2 200 €, également en espèces. Il a étalé les papiers devant moi. Au cours des 6 derniers mois, elle a dépensé près de 30 000 € en articles de luxe. Aucune trace sur des cartes de crédit à son nom. Tous des achats en espèces. J'ai regardé les chiffres. D'où vient cet argent? L'expression de Bernard s'est assombrie. C'est là que ça empire. Il a sorti un autre document, un email imprimé, surligné par endroits. J'ai pu accéder à certaines communications entre Manon et M. Fournier grâce à un contact que j'ai. Cet email a été envoyé il y a 3 semaines. Il me l'a tendu. Je l'ai lu lentement. Les mots étaient flous au début. J'ai dû cligner des yeux plusieurs fois pour me concentrer. C'était de Manon à David. L'objet était « mise à jour du calendrier ». J'ai continué à lire. David, Édouard commence enfin à se ranger de mon côté. Je travaille sur lui depuis des mois à propos de la maison. Il commence à voir les choses à ma façon. Sa mère n'a pas besoin d'autant d'espace. Une fois que je l'aurai convaincu de la persuader de vendre, nous pourrons avancer. La propriété vaut au moins 600 000 €, peut-être plus, selon le marché. Édouard en héritera éventuellement, mais nous n'avons pas le temps d'attendre ça. J'ai besoin qu'il la pousse à vendre maintenant, pendant qu'elle est encore en bonne santé et peut être persuadée. Une fois la vente conclue, Édouard et moi aurons assez pour un acompte décent sur notre propre logement. Cela devrait le garder heureux et distrait pendant un certain temps. Une fois le divorce finalisé, toi et moi pourrons avancer sans complications. Il ne se doute toujours de rien. Continue juste à être patient. Tout cela en vaudra la peine. Monsieur, je l'ai lu 3 fois. Chaque fois, les mots frappaient plus fort. Une fois le divorce finalisé. Il ne se doute toujours de rien. Une fois la vente conclue, mes mains ont commencé à trembler si fort que j'ai dû poser le papier. Elle prévoit de le quitter, ai-je chuchoté. Bernard a hoché la tête. Oui, mais pas avant d'avoir obtenu ce qu'elle veut. Le plan semble être le suivant. Convaincre Édouard de vous presser de vendre votre maison.
utiliser les bénéfices pour acheter une maison ensemble. Puis, une fois que tout est réglé et que l'argent est sécurisé, elle demande le divorce. Dans un mariage aussi court, avec des biens communs en jeu, elle pourrait partir avec une somme importante. Je me sentais mal. Et Édouard n'en a aucune idée. Aucune, a dit Bernard. D'après ce que je peux dire, il croit qu'elle l'aime. Il croit qu'ils construisent une vie ensemble. Il n'a aucune idée qu'elle l'utilise comme un tremplin. J'ai porté ma main à ma bouche. Pendant tout ce temps, je pensais que Manon était juste manipulatrice, juste avide, juste une mauvaise influence. Mais c'était tellement pire. Elle n'était pas seulement après ma maison. Elle ne faisait pas que mettre la pression sur Édouard. Elle le détruisait, utilisant sa confiance, utilisant son amour, utilisant sa loyauté envers sa mère comme une arme pour obtenir ce qu'elle voulait. Et quand elle aurait fini, elle allait le laisser sans rien. Bernard a tendu la main sur le bureau et a posé une main ferme sur la table près de la mienne. « Je sais que c'est difficile à entendre, » a-t-il dit doucement. « Mais vous deviez le savoir, car si vous n'arrêtez pas cela, votre fils va tout perdre. Son mariage, son argent, et peut-être sa relation avec vous s'il vous reproche de ne pas avoir vendu quand elle l'a demandé. » Je l'ai regardé, les larmes brouillant ma vision. « Quelle sorte de personne fait ça ?» ai-je chuchoté. Le visage de Bernard était gentil mais ferme. Le genre de personne qui voit les gens comme des outils, pas comme des êtres humains. Il a rassemblé les photos et les documents dans le dossier et l'a fermé. « Vous avez des options maintenant, Madame Dubois. Vous pouvez montrer cela à Édouard. Vous pouvez confronter Manon. Vous pouvez protéger légalement vos biens pour qu'elle n'obtienne jamais ce qu'elle recherche. Ou vous pouvez faire les trois. » J'ai essuyé mes yeux et j'ai pris une profonde inspiration. « Je dois d'abord protéger ma maison, » ai-je dit. « Avant toute autre chose, si elle prévoit de manipuler Édouard pour me faire vendre, je dois m'assurer que ce n'est même pas possible. » Bernard a hoché la tête. « Intelligent. Je connais un bon notaire spécialisé dans la planification successorale et la protection des biens. Je peux vous donner son numéro. S'il vous plaît. » Il a écrit un nom et un numéro sur une petite carte et me l'a tendu. Maître Isabelle Lefebvre. Elle pourra vous aider à mettre en place une fiducie ou d'autres protections juridiques, a dit Bernard. Assurez-vous que votre propriété reste la vôtre, quoi que quiconque essaie. J'ai pris la carte et je l'ai glissée dans mon sac à main avec le dossier. Merci, ai-je dit tranquillement, pour avoir trouvé la vérité, même si elle fait mal. Bernard s'est levé et m'a raccompagné à la porte. « Madame Dubois, » a-t-il dit alors que je sortais dans le couloir, « vous êtes plus forte que vous ne le pensez, et vous faites ce qu'il faut. Pas seulement pour vous, pour votre fils aussi. » J'ai hoché la tête, bien que je ne sois pas sûre de le croire. J'ai descendu ces escaliers grinçants et je suis sortie au soleil. Le monde avait l'air le même qu'il y a 1 heure. Les mêmes rues, le même ciel, la même chaleur dans l'air. Mais tout avait changé. Je suis montée dans ma voiture et je suis restée assise là pendant un long moment à regarder le dossier sur le siège passager. À l'intérieur se trouvaient des photographies de trahison, des preuves de mensonges, des preuves d'un plan conçu pour détruire la vie de mon fils et voler tout ce pourquoi mon mari et moi avions travaillé. J'ai pensé à Édouard, à la façon dont il regardait Manon quand ils ont commencé à sortir ensemble. Comme si elle était la chose la plus merveilleuse qui lui soit jamais arrivée. J'ai pensé à la façon dont il la défendait, la façon dont il s'éloignait de moi pour la rendre heureuse. Et maintenant je savais pourquoi. Parce qu'elle lui chuchotait à l'oreille depuis des mois, plantant des graines de doute, lui faisant croire que sa mère était le problème, que je les retenais, que ma maison était une opportunité, pas un foyer. Et il la croyait parce qu'il l'aimait et elle utilisait cet amour comme un outil. J'ai pris le dossier et je l'ai serré contre ma poitrine. Elle n'en avait jamais eu qu'après mon fils. Elle en avait après tout. Mais elle a fait une erreur. Elle m'a sous-estimée. Elle pensait que j'étais juste une vieille veuve solitaire qui ferait n'importe quoi pour garder son fils heureux. Elle pensait que je serais facile à manipuler, facile à presser, facile à briser. Elle avait tort. J'ai démarré la voiture et j'ai quitté le parking. J'avais du travail à faire et cette fois, je n'allais pas attendre que quelqu'un d'autre me protège. J'allais me protéger moi-même et j'allais protéger mon fils.
qu'il sache qu'il en avait besoin ou non. Le lendemain matin, j'ai appelé maître Isabelle Lefebvre. Son étude était en centre-ville dans l'un de ces nouveaux immeubles avec des fenêtres en verre et des sols polis. Le genre d'endroit qui semblait professionnel, sérieux. J'avais besoin de sérieux. La réceptionniste m'a conduite dans une petite salle de conférence où Isabelle attendait. Elle était plus jeune que je ne l'imaginais, peut-être dans la fin de la trentaine, avec des yeux vifs et une présence calme qui m'a immédiatement mise à l'aise. « Madame Dubois » a-t-elle dit en se levant pour me serrer la main. « Monsieur Bernard m'a dit que vous pourriez appeler. Veuillez vous asseoir. » Je me suis assise et j'ai placé le dossier que Bernard m'avait donné sur la table entre nous. « J'ai besoin de protéger ma maison », ai-je dit simplement. « Et je dois m'assurer que personne ne peut me forcer à la vendre. Ni mon fils, ni sa femme. Personne. » Isabelle a hoché la tête et a ouvert un bloc-notes. « Dites-moi ce qui se passe. » Je lui ai tout raconté. Toute l'histoire. La manipulation de Manon. L'adultère. Le plan d'utiliser Édouard pour me convaincre de vendre. Les emails décrivant son calendrier. Isabelle a écouté sans interrompre. Quand j'ai fini, elle s'est adossée à son fauteuil et a croisé les mains. « Madame Dubois, vous avez plus de contrôle que vous ne le pensez, » a-t-elle dit. « Et nous pouvons nous assurer que cela reste ainsi. » Elle me l'a expliqué en des termes que je pouvais comprendre. Une protection juridique pour la maison. Cela me permettrait de garder le contrôle total de ma propriété de mon vivant. Personne ne pourrait me forcer à vendre. Personne ne pourrait me la prendre. Et quand je décéderais, la maison serait transmise selon mes volontés, pas les exigences de quelqu'un d'autre. Nous pouvons également ajouter des conditions, a dit Isabelle. Par exemple, si vous voulez vous assurer que votre fils hérite de la propriété, nous pouvons inclure une clause qui la protège contre toute réclamation d'un conjoint en cas de divorce. Nous pouvons également spécifier que si quelqu'un a tenté de vous manipuler ou de vous presser de vendre, il est entièrement exclu de l'héritage. Je l'ai regardé. Vous pouvez faire ça? Absolument. C'est votre propriété, Madame Dubois. C'est vous qui décidez de ce qu'il en advient. Pas votre fils, pas sa femme. Vous. Pour la première fois depuis des mois, j'ai ressenti quelque chose que j'avais presque oublié. Le pouvoir. Pas sur les autres, mais sur ma propre vie, mes propres choix. Je veux ça, ai-je dit fermement. Tout. Isabelle a souri. Bien. Je vais rédiger les documents. Vous devrez les signer devant un notaire, et je m'assurerai que tout est déposé correctement. Une fois que ce sera fait, votre maison sera protégée en permanence. Elle a fait une pause. Mais je dois demander, qu'allez-vous faire pour votre fils? Allez-vous lui dire ce que vous avez découvert? J'y ai pensé un long moment. Oui, ai-je dit tranquillement. Mais pas encore. Pas avant d'être prête. Pas avant qu'il ne puisse voir la vérité de ses propres yeux. Isabelle a hoché la tête lentement. Soyez juste prudente. Des confrontations comme celle-ci peuvent mal tourner si elles ne sont pas bien gérées. Les gens ne réagissent pas toujours comme on l'espère. Je sais, ai-je dit. Mais il mérite de savoir, même si cela le détruit. Parce que si je ne lui dis pas, elle le détruira de toute façon. Isabelle a tendu la main sur la table et a posé sa main sur la mienne. « Vous faites ce qu'il faut », a-t-elle dit doucement. « Pour vous-même et pour lui. » 3 jours plus tard, je suis retournée à son étude pour signer les papiers. Les documents étaient épais, pleins de langage juridique que je ne comprenais qu'à moitié. Mais Isabelle m'a guidée à travers chaque page, chaque clause, chaque protection. Quand j'ai signé mon nom en bas, j'ai senti quelque chose changer en moi. La force. La maison était entièrement mienne, légalement, irrévocablement. Manon pouvait manigancer tout ce qu'elle voulait. Elle pouvait chuchoter à l'oreille d'Édouard. Elle pouvait planifier, manipuler et mentir. Mais elle n'aurait jamais ma maison. Je suis sortie de cette étude la tête plus haute qu'elle ne l'avait été depuis des mois. Ce soir-là, je me suis assise à ma table de cuisine avec le dossier de Bernard étalé devant moi. Photographies, reçus, emails, relevés bancaires, preuves de trahison, preuves de mensonge. J'ai étudié chaque détail. J'ai mémorisé la chronologie. J'ai lu les emails jusqu'à pouvoir les réciter de mémoire. Et puis j'ai commencé à planifier. J'ai pensé à Édouard, au fils que j'avais élevé,
au garçon qui me tenait la main quand nous traversions la rue, l'adolescent qui m'apportait des fleurs pour la fête des mères, même quand il n'avait pas d'argent, le jeune homme qui a pleuré aux funérailles de son père et m'a dit qu'il prendrait toujours soin de moi. Ce garçon était encore là quelque part, enterré sous la manipulation de Manon, confus par ses mensonges, aveuglé par l'amour. Mais il était toujours là, et j'allais le ramener. Pas avec colère, pas avec des accusations, avec la vérité. J'avais besoin qu'il voie ce que j'avais vu, qu'il ressente la trahison que j'avais ressentie, qu'il comprenne que la femme qu'il aimait l'utilisait comme un outil pour voler sa propre mère. Mais je devais aussi être intelligente. Si je lui montrais simplement le dossier et disais « Regarde ce que fait ta femme », il la défendrait. Il trouverait des excuses. Il m'accuserait d'être jalouse, contrôlante ou incapable de lâcher prise. C'est ce que font les gens quand la vérité est trop douloureuse. Ils la rejettent. Ils protègent le mensonge parce que le mensonge semble plus sûr. J'avais donc besoin d'un moment, un moment où il ne pourrait pas nier ce qui était juste devant lui, un moment où la vérité serait indéniable. J'ai pensé aux vacances, aux traditions familiales, au moment où les gens baissent leur garde et montrent qui ils sont vraiment. Et puis ça m'est venu. La veille de Noël. J'ai sorti mon calendrier et j'ai compté les semaines. 2 mois. J'avais 2 mois pour me préparer. 2 mois pour m'assurer que tout était en place. 2 mois pour planifier la seule nuit qui changerait tout. J'ai pris un stylo et une feuille de papier. J'ai commencé à écrire. Une liste d'invités, juste Édouard et Manon, un menu, les plats préférés d'Édouard, le repas que je préparais quand il était enfant, des cadeaux. J'y ai réfléchi attentivement. Qu'est-ce qui signifierait quelque chose pour Édouard? Qu'est-ce qui lui montrerait que je l'aimais encore, après tout? Une voiture. Il parlait de vouloir un véhicule plus agréable depuis des mois. J'avais économisé. Non pas parce que je lui devais quoi que ce soit, mais parce que l'amour ne s'arrête pas simplement parce qu'il a été blessé. Et pour Manon, un sac à main de créateur, non pas parce qu'elle le méritait, mais parce que j'avais besoin qu'elle se sente en sécurité, à l'aise, sans méfiance. Je voulais qu'elle pense qu'elle avait gagné. Je voulais qu'elle croie que j'étais juste une vieille femme stupide les couvrant de cadeaux parce que j'étais désespérée d'obtenir leur approbation. Et puis, quand elle serait au sommet de sa confiance, quand elle penserait que la nuit se déroulait exactement comme elle l'avait prévu, je présenterais la vérité. Pas avec des cris, pas avec des larmes, juste des faits, des photographies, des emails, des reçus. Laisser les preuves parler d'elles-mêmes. J'ai plié le papier et je l'ai mis de côté. Puis j'ai sorti une grande enveloppe manille du tiroir, du genre avec un fermoir en métal. Lentement, soigneusement, j'ai placé chaque preuve à l'intérieur. Les photos de Manon avec David, les reçus montrant les achats en espèces, les emails imprimés décrivant son plan, les relevés bancaires, tout. J'ai scellé l'enveloppe et j'ai écrit le nom d'Édouard sur le devant d'une écriture soignée. Puis je l'ai placé dans le tiroir de la table à côté de mon fauteuil préféré dans le salon. Le même fauteuil où je m'assiérais la veille de Noël. Le même fauteuil où je remettrais la vérité à mon fils. J'ai regardé l'enveloppe pendant un long moment. Une partie de moi voulait appeler Édouard tout de suite pour l'avertir, le supplier de voir ce qui se passait avant qu'il ne soit trop tard. Mais je savais que ça ne marcherait pas. Il devait le voir lui-même. Il devait sentir le poids de la trahison de ses propres mains. J'ai fermé le tiroir et je me suis levée. 2 mois. Je pouvais attendre 2 mois. J'avais déjà attendu si longtemps. Je suis allée à la fenêtre et j'ai regardé la rue. Le soleil se couchait. Le ciel virait au rose et à l'orange comme il le faisait toujours sur la côte d'Azur. Pour la première fois depuis longtemps, je n'avais pas peur. Je ne me sentais pas faible. Je me sentais prête. Manon pensait qu'elle jouait à un jeu. Elle pensait qu'elle avait toutes les pièces en place. Elle pensait qu'elle avait 10 coups d'avance. Mais elle a oublié quelque chose. Les mères n'abandonnent pas leurs enfants. Pas quand ils sont en danger. Pas quand ils sont utilisés. Pas quand ils sont détruits par quelqu'un qui ne les aime pas vraiment. Je me suis détournée de la fenêtre et j'ai chuchoté à la pièce vide. La veille de Noël. Les semaines passèrent lentement. Novembre est venu et reparti. Le temps s'est légèrement rafraîchi, bien qu'en Côte d'Azur,
Cela signifie simplement que vous pouvez marcher dehors sans avoir l'impression d'entrer dans un four. J'ai passé ces semaines à me préparer, non seulement pour la veille de Noël, mais pour tout ce qui viendrait après. J'ai contacté un concessionnaire pour une BMW d'occasion, quelque chose de fiable, quelque chose qu'Édouard adorerait. Le vendeur m'a montré quelques options, et j'en ai choisi une qui avait 3 ans, mais qui avait l'air neuve. Intérieur propre, faible kilométrage, le genre de voiture qu'un jeune homme commençant sa carrière serait fier de conduire. Je l'ai payée en totalité. Pas de financement, pas de prêt. Elle est restée sur le parking du concessionnaire avec mon nom sur les papiers, attendant la veille de Noël. Je suis également allée à la boutique de luxe du centre-ville, celle où les femmes avec plus d'argent que de bon sens passent des heures à regarder des sacs à main qui coûtent plus que mes courses mensuelles. La vendeuse s'est approchée de moi avec un sourire poli. « Puis-je vous aider à trouver quelque chose ?»« J'ai besoin d'un sac à main, » ai-je dit. « Quelque chose de cher. Quelque chose qui impressionnerait une jeune femme qui aime le luxe. » Elle m'a montré plusieurs options. J'en ai choisi une qui avait l'air élégante mais sobre, le genre que Manon voudrait montrer en photo. Je l'ai payée de la même manière que la voiture, en totalité, sans hésitation. La vendeuse l'a soigneusement emballée dans du papier de soie et l'a placée dans un sac de la marque. « Heureuse destinataire », a-t-elle dit avec un sourire. J'ai hoché la tête mais n'ai pas souri en retour. Heureuse n'était pas le mot que j'utiliserais. Début décembre, j'étais prête à envoyer l'invitation. Je me suis assise à ma table de cuisine avec mon téléphone à la main, regardant le nom d'Édouard dans mes contacts. J'aurais pu simplement appeler, mais un texto semblait plus sûr, moins susceptible de mener à des questions auxquelles je n'étais pas encore prête à répondre. J'ai tapé soigneusement. « Salut mon chéri. J'adorerais t'avoir toi et Manon pour le dîner de la veille de Noël. Ça fait trop longtemps que nous n'avons pas passé les fêtes ensemble. Dis-moi si vous pouvez venir. » Bisous, maman. J'ai appuyé sur envoyer avant de pouvoir trop réfléchir. 3 heures plus tard, mon téléphone a vibré. Ce n'est pas Édouard qui a répondu. C'était Manon. « Salut Hélène. Ça a l'air super. On sera là. Aussi, je voulais te parler de la situation de la maison. La veille de Noël serait un moment parfait pour en discuter. À bientôt. » J'ai regardé le message. Elle ne pouvait pas s'en empêcher. Même dans une réponse à une simple invitation à dîner, elle devait mentionner la maison. Elle devait me rappeler qu'elle avait un agenda, que ce n'était pas seulement une réunion de famille pour elle. C'était une opportunité. J'ai posé le téléphone et j'ai pris une profonde inspiration. Elle pensait qu'elle entrait dans une négociation. Une chance de me convaincre enfin de vendre. Un moment où elle pourrait pousser Édouard à me presser en personne, face à face, jusqu'à ce que je cède. Elle n'avait aucune idée de ce dans quoi elle s'engageait vraiment. Édouard a envoyé un texto 1 heure plus tard. « Merci, maman. J'ai hâte. » Court, poli, distant, mais il venait. C'était tout ce qui comptait. Les jours précédant la veille de Noël étaient étranges. J'ai nettoyé la maison même si elle était déjà propre. J'ai décoré le sapin avec les mêmes ornements que Rémi et moi avions utilisés pendant des décennies. J'ai accroché des lumières autour des fenêtres. J'ai installé la crèche que la mère de Rémi nous avait donnée lorsque nous nous sommes mariés. Tout avait l'air festif, chaleureux, invitant. Mais sous la surface, je me préparais à la guerre. Pas le genre bruyant. Pas le genre avec des cris et de la vaisselle cassée. Le genre silencieux, celui mené avec la vérité, des documents et des preuves qui ne pouvaient pas être contestés. J'ai répété ce que je dirais, comment je resterais calme, comment je présenterais l'enveloppe sans émotion, sans colère, sans donner à Manon aucune occasion de déformer le récit. Je laisserais les faits parler d'eux-mêmes. 3 jours avant Noël, j'ai récupéré la BMW chez le concessionnaire. Ils l'ont nettoyée pour moi, ont attaché un grand ruban rouge sur le capot. Je l'ai conduite prudemment à la maison et l'ai garée dans mon garage, à l'abri des regards. Édouard ne la verrait pas avant la veille de Noël. J'ai aussi emballé le sac à main de Manon. Du papier cher, un ruban de soie. J'ai fait en sorte que cela ait l'air réfléchi, comme si je m'en souciais, parce que j'avais besoin qu'elle croie que j'essayais toujours de gagner son approbation. La nuit précédant la veille de Noël, je n'ai pas pu dormir. Je suis restée au lit à fixer le plafond, pensant à tout ce qui pourrait mal tourner. Et si Édouard ne me croyait pas?
Et s'il pensait que j'avais fabriqué les preuves? Et s'il choisissait Manon plutôt que la vérité? Et s'il partait et ne me parlait plus jamais? Les pensées tournaient dans mon esprit comme des vautours. Mais ensuite, j'ai pensé à l'alternative. Si je ne faisais rien, Manon continuerait de le manipuler. Elle le presserait de me convaincre de vendre ma maison. Elle prendrait l'argent, demanderait le divorce et le laisserait dévasté et sans le sou. Et il ne saurait jamais que j'aurais pu l'arrêter, que j'avais la vérité entre les mains et que j'ai choisi de rester silencieuse. Je ne pouvais pas vivre avec ça. Quoi qu'il arrive demain, au moins Édouard saurait. Au moins, il aurait la chance de voir qui était vraiment Manon. Ce qu'il ferait de cette information dépendait de lui, mais je ne le laisserai pas marcher aveuglément vers la destruction. Je suis sortie du lit et je suis allée dans le salon. J'ai ouvert le tiroir où j'avais placé l'enveloppe des semaines auparavant. Elle était toujours là, scellée, lourde du poids de la vérité. Je l'ai prise et je l'ai tenue un moment. Puis, je l'ai emportée dans ma chambre et je l'ai posée sur la table de nuit à côté de mon lit. Demain, je la placerai dans le tiroir à côté de ma chaise dans le salon où elle attendrait, cachée, prête. Je suis remontée dans mon lit et j'ai fermé les yeux. Et pour la première fois depuis des mois, je me suis endormie sans que l'anxiété ne me torde la poitrine, car je n'attendais plus que quelque chose de terrible se produise. J'y étais prête. Le matin de la veille de Noël est arrivé avec un ciel clair et un air doux. Je me suis levée tôt, j'ai fait du café, je me suis assise sur la terrasse arrière et j'ai regardé le lever du soleil sur la clôture du voisin. Le monde semblait calme, paisible. J'ai pensé à Rémi, à ce qu'il dirait s'il était là. Il me dirait probablement que je faisais ce qu'il fallait, que protéger Édouard signifiait lui dire la vérité, même quand elle fait mal. Rémi n'aimait pas les menteurs. Il n'avait aucune patience pour la manipulation ou la tromperie. Il aurait détesté Manon. J'ai fini mon café et je suis rentrée. Il y avait du travail à faire. J'ai passé la matinée à cuisiner. Dinde rôtie à l'ail, purée de pommes de terre, gratin dauphinois, haricots verts au lard, sauce aux érelles. Tous les favoris d'Édouard. La maison s'est remplie de l'odeur de la maison, le genre d'odeur qui vous font vous sentir en sécurité, aimé. J'ai mis la table avec la belle porcelaine, l'argenterie que Rémi et moi avions reçue en cadeau de mariage, les serviettes en tissu que je n'utilisais que pour les grandes occasions. Tout avait l'air parfait. J'ai placé le sac à main emballé sous le sapin. J'ai mis la petite boîte avec les clés de la voiture à côté. Puis, je suis allée dans ma chambre et j'ai pris l'enveloppe. Je l'ai portée au salon et je l'ai placée dans le tiroir à côté de ma chaise. Hors de vue, en attente. Je suis restée là un moment, à regarder le tiroir fermé. Ce soir, tout changerait. Soit Édouard verrait la vérité et choisirait de se protéger, soit il la rejetterait et choisirait Manon. Quoi qu'il en soit, je saurais et j'arrêterais enfin de vivre dans ce douloureux entre-deux, à regarder mon fils être détruit et à être impuissante à l'arrêter. J'ai pris une profonde inspiration. Puis je suis allée à la cuisine pour finir de préparer le dîner. C'était presque l'heure. Ils sont arrivés à 18h pile. J'ai entendu la voiture se garer dans l'allée et j'ai pris une profonde inspiration avant d'ouvrir la porte. Édouard se tenait sur le porche avec une bouteille de vin. Il a souri en me voyant, mais son sourire n'atteignait pas tout à fait ses yeux. Le genre de sourire que vous faites quand vous n'êtes pas sûr de ce à quoi vous attendre. « Salut, maman. Joyeux Noël. »« Joyeux Noël, mon chéri. » Je l'ai serré fort. Il m'a serré en retour, mais seulement un instant avant de s'éloigner. Manon est arrivée derrière lui, faisant défiler son téléphone. Elle a levé les yeux brièvement. « Salut, Hélène. Quelque chose sent bon. »« Merci. Entrez. » Le dîner est presque prêt. Ils sont entrés. Édouard a regardé les décorations, le sapin, la table mise avec la porcelaine. « Waouh! Maman, tu as vraiment mis le paquet? Je voulais que ce soit spécial, » ai-je dit doucement. Manon a erré dans le salon, ses yeux balayant tout, les meubles, les murs, les fenêtres. Elle recommençait, évaluant, calculant. Je l'ai regardée un moment, puis je me suis retournée vers Édouard. « Tu veux boire quelque chose avant le dîner? » « Bien sûr, je prendrai de l'eau. » Nous sommes allés à la cuisine ensemble, juste nous deux. Pendant une brève seconde, c'était normal. « Comment vas-tu, maman? » a-t-il demandé.
Bien, ai-je dit en lui versant un verre. Occupé à préparer pour ce soir. Il a hoché la tête, mais son esprit semblait ailleurs. Et toi? Ai-je demandé. Comment va le travail? Bien, occupé. Tu sais ce que c'est. Il a pris le verre et a bu sans me regarder. Je voulais tendre la main pour toucher son bras, pour tout lui dire sur le champ, mais je me suis retenue. Pas encore. Manon est apparue dans l'embrasure de la porte. « Édouard, viens voir ça. » Il m'a jeté un coup d'œil, puis est sorti de la cuisine. Je suis restée là, seule, agrippée au bord du comptoir. Le dîner était tendu. Nous étions assis à table avec des assiettes pleines, mais la conversation semblait forcée, creuse. Édouard parlait de son travail. Je posais des questions polies. Manon ne disait presque rien. Elle picorait sa dinde, faisait défiler son téléphone entre les bouchées et regardait sa montre 2 fois. Comme si elle avait un meilleur endroit où être. J'ai essayé de l'ignorer. Je me suis concentrée sur Édouard, sur la façon dont il mangeait la purée de la même manière qu'enfant, en y mélangeant trop de beurre. Pendant un instant, je me suis permis de me souvenir du garçon qu'il était. Le garçon qui riait de mes mauvaises blagues. Le garçon qui m'aidait à porter les courses sans qu'on le lui demande. Le garçon qui me disait que j'étais la meilleure cuisinière du monde même quand je brûlais le rôti. Ce garçon était toujours là. Je devais y croire. Après le dîner, nous sommes passés au salon. Les lumières du sapin clignotaient doucement. La pièce semblait chaude, presque paisible, mais mon cœur battait la chamade. « On passe au cadeau ?» ai-je demandé, en gardant ma voix légère. Édouard a hoché la tête. « Bien sûr. » J'ai cherché sous le sapin et j'ai d'abord sorti la petite boîte, celle avec les clés de la voiture à l'intérieur. Je l'ai tendue à Édouard. « C'est pour toi, mon chéri. » Il a eu l'air surpris. « Maman, tu n'avais pas à m'offrir quoi que ce soit. » Je le voulais. Il a ouvert la boîte lentement. Quand il a vu les clés, son visage est devenu vide. Puis ses yeux se sont écarquillés. « Maman, c'est… » « Va voir dans le garage, » ai-je dit tranquillement. Il s'est levé, tenant les clés comme si elles pouvaient disparaître s'il bougeait trop vite. Il s'est dirigé vers la porte de service menant au garage et l'a ouverte. J'ai entendu son souffle se couper. « Maman, une BMW. » Il s'est tourné pour me regarder, son visage un mélange de choc et d'incrédulité. « Tu n'avais pas à faire ça. »« Je sais, » ai-je dit, « mais je le voulais. Tu travailles dur. Tu mérites quelque chose de bien. » Il est revenu dans le salon et m'a serré dans ses bras. Un vrai câlin cette fois. Le genre qui m'a rappelé pourquoi je faisais tout ça. « Merci » a-t-il chuchoté. Je ne sais pas quoi dire. Tu n'as rien à dire. Il s'est reculé, ses yeux brillant légèrement. Manon était toujours assise sur le canapé, observant avec une expression indéchiffrable. J'ai pris le 2e cadeau, le sac à main de créateur. Et ça, c'est pour toi, Manon. Elle l'a pris sans se lever, l'a ouvert soigneusement, a sorti le sac du papier de soie. Pendant 1 seconde, ses yeux se sont illuminés. Elle l'a retourné dans ses mains, examinant l'étiquette de la marque. Puis, elle a sorti son téléphone et a pris une photo rapide d'elle le tenant. « C'est mignon », a-t-elle dit platement. Elle a posé le sac sur le canapé à côté d'elle comme si c'était un coussin. Pas de merci. Pas d'appréciation. Juste une reconnaissance dédaigneuse. Édouard a froncé légèrement les sourcils, mais n'a rien dit. J'ai croisé les mains sur mes genoux et j'ai attendu. C'était le moment. Le moment que j'avais redouté et préparé en même temps. Édouard s'est raclé la gorge. « Maman, à propos de ton cadeau, je l'ai regardé. Il s'est agité mal à l'aise. Il ne voulait pas croiser mon regard. On ne t'a rien offert cette année. » Les mots sont restés suspendus dans l'air. J'ai cligné des yeux. Ma poitrine s'est serrée. « Oh !» ai-je dit doucement. Édouard a essayé de rire pour dédramatiser. « Oui », Manon a dit. Enfin, elle a dit que tu devais apprendre à donner sans rien attendre en retour. Tu sais, comme si la générosité ne devait pas avoir de contrepartie. Il essayait de faire paraître cela raisonnable, voire philosophique. Mais les mots sont tombés comme des pierres. J'ai regardé Manon. Elle était adossée au canapé, les bras croisés,
un petit sourire satisfait sur le visage. Ni gêné, ni désolé, fier. Édouard a continué à parler, sa voix devenant plus basse. « Ce n'est pas personnel, maman. C'est juste que Manon pense qu'il est important que nous apprenions tous à être moins matérialistes, surtout pendant les fêtes. » Il a fait un geste vague vers les cadeaux que je leur avais donnés. « Tu as été si généreuse, et nous l'apprécions. Vraiment. Mais nous avons pensé que peut-être cette année, tu pourrais simplement apprécier de donner sans avoir besoin de quelque chose en retour. » Sa voix s'est éteinte. Le sourire de Manon s'est légèrement élargi. Elle pensait qu'elle avait gagné. Elle pensait que ce moment, cette humiliation, me briserait, me rendrait désespérée de leur approbation, me rendrait prête à tout faire pour retrouver leur bonne grâce, y compris vendre ma maison. Je suis restée très immobile. La pièce semblait plus petite, les lumières trop vives. La chaleur que j'avais mis tant d'efforts à créer semblait creuse. Mais je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas supplié. Je n'ai pas réagi comme elle s'y attendait. Au lieu de cela, j'ai ressenti cette même clarté que j'avais ressentie il y a des mois. La même force que j'avais ressentie en signant les documents juridiques protégeant ma maison. J'ai cherché dans le tiroir à côté de ma chaise. Ma main n'a pas tremblé. J'ai sorti l'enveloppe, épaisse, lourde, scellée avec la vérité à l'intérieur. Je l'ai posée sur la table basse entre nous. Édouard avait l'air confus. Le sourire de Manon s'est légèrement estompé. « Eh bien, » ai-je dit tranquillement, ma voix stable. « Si ce soir est une question de leçon, alors laissez-moi vous apprendre quelque chose. » J'ai regardé directement Manon. « Allez-y, » ai-je dit. « Ouvrez-la. » Édouard a jeté un coup d'œil à Manon, puis à l'enveloppe. Manon s'est penchée lentement. Ses doigts ont hésité un instant avant qu'elle ne la prenne. Elle a décellé le fermoir en métal et a sorti la première photographie. La couleur a quitté son visage. Édouard s'est approché, fronçant les sourcils. « Qu'est-ce que c'est ?» Manon a essayé de remettre la photo dans l'enveloppe, mais Édouard a attrapé son poignet. « Laisse-moi voir. » Il a tiré l'enveloppe vers lui et a vidé le contenu sur la table. Des photographies se sont éparpillées sur la surface. Des reçus, des emails imprimés, des relevés bancaires. Édouard a pris l'une des photos. Ses mains ont commencé à trembler. C'était Manon avec un autre homme. Sa main sur sa taille, elle lui souriant. Le visage d'Édouard est devenu pâle. « Quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? » Sa voix s'est brisée. Il a pris une autre photo, puis une autre. Puis il a vu l'email. Celui où Manon décrivait son plan, le calendrier, le divorce, la maison. Il l'a lu lentement, ses lèvres bougeant légèrement alors qu'il traitait chaque mot. Quand il a fini, il a regardé Manon. « Dis-moi que ce n'est pas vrai. » Manon a ouvert la bouche, l'a refermée, l'a rouverte. « Édouard, ce n'est pas ce que tu crois. C'est... Ta mère essaie de te monter contre moi. Elle est jalouse. Elle a toujours été jalouse. » Les mains d'Édouard tremblaient, maintenant. « Alors explique les photos. Explique les emails. Explique ça. » Il a brandi un reçu pour le bracelet qu'elle portait depuis des semaines. 3 000 €, Manon. Où as-tu trouvé 3 000 €? Elle a bégayé, a essayé de formuler une excuse, mais rien de cohérent n'est sorti. Édouard s'est levé, les papiers toujours serrés dans ses mains. Son visage était un mélange de choc, de colère et de chagrin. « Tu allais me quitter ?» a-t-il chuchoté. « Après avoir eu l'argent de la maison de ma mère, tu allais me quitter. » Le visage de Manon s'est tordu. « Ta mère nous retenait » a-t-elle lancé. « On avait besoin de cette maison, Édouard. On la méritait et elle était égoïste. Le masque est tombé. La femme douce et aimante a disparu. Ce qui se tenait devant nous maintenant était quelqu'un de froid, de calculateur, de désespéré. » Édouard a reculé d'un pas. « Sors. » Manon a cligné des yeux. « Quoi? Sors. » Sa voix était basse, contrôlée, mais tremblante de rage. « Édouard, s'il te plaît, écoute-moi. »« Non !» a-t-il crié. « Sors de la maison de ma mère maintenant. » Manon est restée figée un moment. Puis, avec une explosion de fureur, elle a attrapé son sac à main et le sac de créateur que je lui avais donné. « Très bien. Tu le regretteras, Édouard. Tu regretteras de l'avoir choisi plutôt que moi. » Elle s'est précipitée vers la porte,
ses talons claquant sèchement sur le sol. Elle l'a claqué si fort que les ornements du sapin ont tremblé. Et puis elle est partie. Le silence après le départ de Manon était assourdissant. Édouard se tenait au milieu du salon, tenant toujours les photographies dans ses mains tremblantes. Son visage était pâle, sa respiration courte. Puis ses genoux ont fléchi. Il s'est effondré sur le canapé, se couvrant le visage de ses mains, et il s'est effondré. Des sanglots profonds et secouants qui venaient d'un endroit que je n'avais pas entendu depuis des années, pas depuis les funérailles de Rémi, pas depuis le jour où nous avons enterré l'homme qui l'avait élevé pour être meilleur que ça. Je me suis lentement approchée de lui et je me suis assise à côté de lui. Je n'ai rien dit au début. J'ai juste posé doucement ma main sur son épaule. Il a sursauté, puis s'est appuyé contre moi, enfouissant son visage contre mon épaule comme il le faisait quand il était petit et que le monde semblait trop grand. « Je suis tellement désolée, maman. » Il s'est étouffé entre deux sanglots. « Je suis tellement désolée. »« Chut !» ai-je chuchoté. « Ce n'est rien. »« Ce n'est pas rien, » a-t-il dit en se reculant pour me regarder. Ses yeux étaient rouges, remplis de larmes et de honte. Je l'ai laissé te dire ces choses. Je suis restée là à la regarder te traiter comme si tu n'étais rien. Je l'ai cru quand elle a dit que tu étais égoïste. Je l'ai vraiment cru. Sa voix s'est brisée. Et ce soir, ce que je t'ai dit à propos de ne pas t'offrir de cadeaux, à propos du fait que tu devais apprendre une leçon. Il a secoué la tête, incapable de finir. Édouard, ai-je dit doucement en prenant sa main dans la mienne. Tu as fait confiance à quelqu'un que tu aimais. Ce n'est pas un défaut, c'est être humain. Mais j'aurais dû le voir, a-t-il dit désespérément. J'aurais dû le savoir. Les choses chères. La façon dont elle parlait de ta maison. La façon dont elle m'éloignait constamment de toi. Il a essuyé ses yeux brutalement. Comment ai-je pu être aussi aveugle? J'ai serré sa main. Parce que l'amour nous rend parfois aveugles. Il nous fait vouloir croire le meilleur des gens, même quand les signes sont là. Et elle était très douée pour ce qu'elle faisait. Elle t'a manipulé lentement, soigneusement. Tu n'avais aucune chance. Édouard a baissé les yeux sur les photographies éparpillées sur la table. Depuis combien de temps savais-tu? Depuis septembre, ai-je dit tranquillement. Je l'ai entendu au téléphone à votre barbecue parler d'un plan. À propos de la maison. Je savais que quelque chose n'allait pas, mais je ne savais pas à quel point c'était profond. Alors j'ai engagé quelqu'un pour le découvrir. Il m'a regardé, stupéfait. Tu as engagé un détective? J'ai hoché la tête. Je devais connaître la vérité. Pas pour moi. Pour toi. Parce que je voyais ce qu'elle te faisait. Je te voyais t'éloigner, changer, et je savais que si je n'arrêtais pas ça, elle allait te détruire. Le visage d'Édouard s'est à nouveau contracté. J'ai failli la laisser faire, a-t-il chuchoté. J'ai failli te convaincre de vendre cette maison. Elle n'arrêtait pas de dire que nous en avions besoin, que c'était le seul moyen pour nous d'avancer. Et je commençais à la croire. Il a regardé autour du salon, le sapin, les photos de Rémi sur le mur, la maison que ses parents avaient reconstruite. J'ai failli te prendre ça. Mais tu ne l'as pas fait, ai-je dit fermement. Et c'est ce qui compte. Il a secoué la tête. Seulement parce que tu m'as arrêté. Si tu n'avais pas découvert, si tu ne m'avais pas montré ce soir, sa voix s'est brisée. J'aurais tout perdu. La maison, toi, mon amour-propre, tout. Je l'ai serré à nouveau contre moi. Tu ne m'as pas perdu, ai-je dit doucement. Tu ne me perdras jamais. Je suis ta mère. Cela ne change pas, quoi qu'il arrive. Nous sommes restés assis comme ça pendant un long moment. Les lumières du sapin clignotaient doucement. La maison était silencieuse, à l'exception du bruit de la respiration d'Édouard alors qu'il essayait de se calmer. Finalement, il s'est reculé et a essuyé ses yeux. « Qu'est-ce que je fais maintenant ?» a-t-il demandé. « À propos de Manon? À propos de tout ?» J'ai pris une profonde inspiration. « Tu te protèges légalement, financièrement, émotionnellement. Tu parles à un avocat. Tu t'assures qu'elle ne peut rien te prendre.
Et puis tu commences à reconstruire ta vie. Édouard a hoché la tête lentement comme s'il essayait d'absorber tout cela. Et toi? A-t-il dit en me regardant. La maison, as-tu fait quelque chose pour la protéger? J'ai souri faiblement. J'ai mis en place une protection juridique. La maison est légalement protégée. Personne ne peut me forcer à la vendre. Et quand je ne serai plus là, elle te reviendra avec des conditions qui la protègent de quiconque a tenté de me manipuler. Édouard a laissé échapper un souffle tremblant. Tu as pensé à tout. Je devais le faire, ai-je dit simplement, parce que je savais que tu ne pouvais pas voir ce qui se passait. Et je n'allais pas la laisser prendre tout ce pour quoi ton père et moi avions travaillé. Il a tendu le bras et m'a serré à nouveau dans ses bras. Fort, désespérément. Je t'aime, maman. Je suis tellement désolée de ne pas l'avoir vue plus tôt. Je t'aime aussi, mon chéri, et tu vas t'en sortir. Ça va faire mal pendant un moment, mais tu vas t'en sortir. Il a hoché la tête contre mon épaule. Nous sommes restés là ensemble alors que la nuit avançait. La nourriture est restée intacte sur la table. Les cadeaux sont restés sous le sapin. Mais pour la première fois depuis des mois, j'avais retrouvé mon fils. Pas la version que Manon avait façonnée. Pas l'étranger distant et froid qui évitait mes appels. Le vrai Édouard. Le garçon que j'avais élevé. L'homme dont son père aurait été fier. Finalement, Édouard s'est levé. « Je devrais y aller », a-t-il dit tranquillement. « Je dois trouver où je vais dormir ce soir. Je ne peux pas retourner à l'appartement. »« Tu resteras ici », ai-je dit fermement, « dans ton ancienne chambre, aussi longtemps que tu en auras besoin. » Ses yeux se sont à nouveau remplis de larmes. « Merci. » Je l'ai accompagné à l'étage et je lui ai montré la chambre d'amis, la même chambre dans laquelle il avait dormi adolescent. Je l'avais gardée telle quelle toutes ces années, au cas où. « Repose-toi », ai-je dit. « On réglera tout demain. » Il a hoché la tête et a fermé la porte. Je suis redescendue et je suis restée dans le salon à regarder le désordre sur la table basse, les photographies, les emails, les preuves de trahison. J'ai tout ramassé lentement et j'ai tout remis dans l'enveloppe. Puis je me suis dirigée vers la cheminée et j'ai regardé les flammes que j'avais allumées plus tôt dans la soirée. Une partie de moi voulait tout brûler, détruire les preuves et prétendre que rien de tout cela n'était jamais arrivé. Mais je ne l'ai pas fait parce qu'Édouard pourrait en avoir besoin pour le divorce, pour les avocats, pour prouver ce qu'elle avait fait. J'ai mis l'enveloppe de côté et je me suis assise dans mon fauteuil. La maison était silencieuse maintenant, paisible. La veille de Noël ne m'avait pas apporté de joie. Elle ne m'avait pas donné la chaleureuse réunion de famille que j'avais espérée en envoyant cette invitation des semaines auparavant. Mais elle m'avait donné quelque chose de plus important, la clarté, la liberté et mon fils. J'ai pensé à Manon, à où elle était en ce moment, probablement en train d'appeler David, probablement déjà en train de planifier son prochain coup. Mais elle avait perdu. Elle n'avait pas eu la maison. Elle n'avait pas eu l'argent. Et elle avait perdu Édouard. Tout ça parce qu'elle avait sous-estimé l'amour d'une mère. Tout ça parce qu'elle pensait que j'étais faible. J'ai souri faiblement et j'ai regardé le sapin. Les ornements que Rémi et moi avions collectionnés au fil des ans clignotaient doucement dans la lumière. « On l'a fait, Rémi », ai-je chuchoté. « On l'a protégé. » Je suis restée assise là pendant un long moment à penser à tout ce qui s'était passé, à tout ce que j'avais appris, que le silence n'est pas une faiblesse, que la patience n'est pas un abandon, que parfois les gens que nous aimons ont besoin d'être protégés de leurs propres choix et que les limites, même douloureuses, sont des actes d'amour. Je me suis levée lentement et j'ai éteint les lumières du sapin. Puis je suis montée me coucher. Demain, Édouard se réveillerait dans sa chambre d'enfant. Il devrait faire face à la réalité de tout ce qu'il avait perdu. Il devrait faire son deuil, reconstruire, recommencer. Mais il ne le ferait pas seul. Et il le ferait en étant lui-même, pas l'outil de quelqu'un d'autre. En m'allongeant dans mon lit, j'ai pensé à vous tous qui regardez ceci. Vous tous qui vous êtes sentis invisibles dans vos propres familles. Vous tous qui avez tout donné et n'avez reçu que de la cruauté en retour. Je veux que vous sachiez quelque chose. Vous n'êtes pas faible d'aimer des gens qui vous blessent. Vous n'êtes pas stupide de leur donner des chances.
Mais vous n'êtes pas non plus obligé de vous détruire pour les mettre à l'aise. Vous avez le droit de fixer des limites. Vous avez le droit de protéger ce qui est à vous. Vous avez le droit de vous éloigner des gens qui utilisent votre amour comme une arme. Même si ces personnes sont vos propres enfants, même si cela vous brise le cœur. Parce que parfois, le plus grand acte d'amour est de dire non. Si cette histoire a résonné en vous, si vous avez déjà dû faire le choix douloureux de vous protéger de quelqu'un que vous aimez, laissez un commentaire ci-dessous. Partagez votre histoire. Faites savoir aux autres qu'ils ne sont pas seuls. Et si vous croyez que les gens devraient être tenus responsables de la façon dont ils traitent ceux qui les aiment, appuyez sur le bouton « J'aime ». Partagez ceci avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Abonnez-vous pour ne pas manquer les histoires qui comptent, car nous méritons tous d'être traités avec dignité, même par notre propre famille, surtout par notre propre famille.